Pas du tout. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Ok. Oui, alors voilà, j'ai mis le timer, comme ça vous pourrez vous-même regarder à quel point vous pouvez rentrer dans les détails par rapport aux questions. Bonjour. Donc, nous nous retrouvons sur la table ronde biogaz, biométhane, électrique, hydrogène. Ces nouvelles énergies sont-elles vraiment durables ? Petite introduction importante. L'Europe vise la neutralité carbone d'ici 2050. Pour y arriver, elle mise sur la twin transition de l'industrie. Donc, en français, c'est la transition écologique et numérique. Le secteur de la mobilité et des énergies se développe rapidement, avec des nouvelles solutions qui apparaissent et qui sont donc labellisées durables. On sait pourtant que la réduction de l'émission des gaz à effet de serre est l'un des principaux objectifs de cet engagement, mais que le transport est le principal contributeur, puisque 97% des émissions de gaz à effet de serre induites par les transports sont constituées de CO2 provenant de la combustion des carburants. Donc le changement d'énergie, c'est vraiment le cœur du débat, et il est assez complexe pour le citoyen, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on accueille Sylvain Jourdi de l'entreprise Logélis, qui développe des solutions autour de la mobilité hydrogène. Xavier, je me souviens du prénom, mais plus du nom de famille de... Voilà, Xavier, puisqu'on est, on est en famille, de la société Oviance, et qui, avec un slogan Synergy of Energy, vous installez des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et enfin, on est avec Patrick, pareil, hop, on va rester juste sur Patrick, de GRDF, qui travaille sur le développement notamment du gaz vert. Donc avant de débuter, et on va faire, là, parce qu'on est vraiment sur du grand public, je vais commencer peut-être avec GRDF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, quand on parle de biogaz, biométhane, en fait, on parle de quoi ? Comment est-ce qu'on fabrique ce gaz vert ? Alors, il faut prendre le micro, bien entendu. Voilà, je garde le mien. Il doit être allumé, normalement. Allô ? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais essayer d'être assez bref. Je ne sais pas combien tu me donnes de temps là, pour ça. Quand ça sera trop long, je le dirai. Donc, là, pour replacer le sujet, je pense qu'on est vraiment dans comment trouver des alternatives aux carburants fossiles actuels, gasoil, essence, qui ont des grandes qualités, puisque ça fait quand même presque un siècle qu'on les utilise. Et effectivement, vers quoi on pourrait aller. Et donc, nous, on pense que le gaz, et je reparlerai après de bio-GNV, donc la variante renouvelable du GNV, du gaz naturel véhicule, et en quoi ça peut être une solution, donc très rapidement. Donc effectivement, avant d'arriver au bio-GNV, il faut déjà commencer par le biogaz, c'est ça la question. Donc le biogaz, c'est un gaz qui est généré de façon un peu biologique. Finalement, c'est un processus naturel qui date... qui a toujours existé, en fait. On peut parler du gaz de marée, pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que c'est une génération finalement spontanée de gaz qui se fait quand on a de la dégradation de matière organique de façon anaérobie, c'est-à-dire en absence d'air. Et c'est aussi ce qui se passe pour le coup au niveau dans la digestion des ruminants. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène naturel, biologique, et que finalement l'homme s'est réapproprié au travers d'usines de méthanisation. Et globalement, aujourd'hui, quand on dégrade de la matière organique dans des grands réacteurs, on récupère un biogaz. C'est un mélange de méthane et de dioxyde de carbone. Et en fait, ce gaz, on va l'épurer pour récupérer le méthane. Et le méthane, en fait, c'est la composition, le composant essentiel du gaz naturel que vous avez pour ceux qui aujourd'hui sont desservis en gaz, en fait. Donc on reproduit finalement un phénomène naturel qui s'est produit dans les temps anciens, dans les temps géologiques. Alors ça, c'est l'énergie fossile, et nous aujourd'hui on fait de l'énergie renouvelable en l'accélérant et en le faisant aujourd'hui. Alors pour préciser un peu les échelles de temps, c'est que quand on utilise des déchets agricoles, globalement c'est avec un cycle d'une année. Voilà.
Très bien pour une première présentation. Je vais donner la parole, vu que j'appelle tout le monde par son prénom, Sylvain. Vous travaillez donc sur le développement d'un vélo hydrogène, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'hydrogène? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Il a été semaine comme projet d'avenir pour la France aussi. Donc rapidement et de manière très 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 simple, parce que j'ai travaillé sur le sujet il y a 2 jours et que même quand on veut faire simple, ça reste compliqué. Donc je vous demanderai d'être très très simple pour présenter ça, s'il vous plaît. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz qui est tout sauf rare, en fait. Voilà. Donc il y en a partout. Et surtout, il y en a partout. Il y en a surtout, c'est un composant élémentaire de l'eau, notamment. Donc, à partir de l'eau, on peut isoler les molécules d'hydrogène, donc ce qu'on appelle le H2. L'eau, c'est H2O, donc on coupe la molécule d'oxygène et on obtient de l'hydrogène. Et avec cet hydrogène, on sait faire décoller des fusées depuis à peu près 60 ans. Et aujourd'hui, on cherche à s'en servir pour se mouvoir de manière beaucoup plus simple que dans une fusée, notamment dans une voiture, dans un vélo même, un train, un camion ou autre. Alors ça, c'était très bien. Donc merci beaucoup. Et donc maintenant, je laisse la parole à Xavier de la société Oviance. Donc vous êtes spécialisé sur les bornes de recharge pour véhicules électriques, donc sur un secteur bien particulier. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un peu ce que vous faites et en fait comment l'électrique, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il arrive dans ces bornes, comment ça fonctionne aujourd'hui quand on parle de véhicules électriques? Effectivement, donc bonjour à toutes et tous. Donc le groupe Oviance, à travers sa filiale ET France Service à Marco Go, est donc effectivement fournisseur installateur et assure la maintenance des bornes de recharge. L'électrique, effectivement, c'est peut-être plus simple que mes partenaires à côté. Tout le monde l'utilise, tout le monde le connaît. L'origine, on le connaît, c'est à la fois naturellement le nucléaire, c'est un sujet d'actualité pour la question d'approvisionnement. Mais c'est également, et ce sur quoi on doit tendre au niveau national et j'allais dire planétaire, c'est toutes les énergies renouvelables, durables qui existent à travers l'hydroélectrique, à travers l'éolien et à travers le solaire par le biais du photovoltaïque. Donc il y a plusieurs sources d'énergie électrique et nous, notre travail, effectivement, c'est d'arriver sur le point final d'installation des bornes de recharge qui vont utiliser justement cette énergie électrique qui a été produite par les différentes sources. Très bien, merci beaucoup. C'était important de reposer un peu le cadre et de savoir vraiment de quoi on parle. Donc, on entend beaucoup parler de ces nouvelles énergies dans les médias. On voit des reportages, des articles qui traitent de ces sujets. On voit des initiatives où on entend parler d'expérimentation. Mais finalement, dans notre quotidien, on n'est pas forcément toujours au contact de ces énergies alternatives. Alors quand je dis on, c'est le citoyen. Donc là, de la même manière, finalement, dans ces nouvelles filières, parce que ce sont des nouvelles filières, c'est quoi un peu l'état de l'art? Est-ce qu'on est encore en train dans le test ou est-ce qu'on est dans le déploiement? Comment est-ce qu'on se situe et aussi, est-ce que ça marche pour toutes les mobilités ou finalement, en fonction de l'énergie, ça va être plutôt, je ne sais pas, le train ou la voiture ou le vélo ou l'avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus pour dire un petit peu autrement, je la donne comme ça et je suis complètement autoritaire. Je peux commencer peut-être si... je pense qu'effectivement, les énergies alternatives se développent même de façon assez forte depuis un certain temps là. Pour ce qui concerne le gaz, en fait, le développement se fait surtout sur le transport lourd, en fait, sur le poids lourd. Alors pourquoi? C'est parce que les poids lourds sont des grands consommateurs d'énergie, donc des gros émetteurs, et donc ça nous paraît être une des cibles prioritaires. En plus, ça permet le développement des stations. Alors juste aujourd'hui, on est à peu près à 300 stations qui commencent à mailler le territoire, et il y a 2 nouvelles stations, voire 3 bientôt, qui seront sur le bassin Clermontois au sens large, puisqu'il y en aura 2 sur Clermont et puis une sur Rion, Limagne, Volcan. Pour ce qui concerne le gaz, c'est plutôt des stations un peu comme des stations d'avitaillement, je dirais, classiques. Donc aujourd'hui, effectivement,
on a une offre de véhicules qui se développe, une offre de stations qui se développe, et de plus en plus de bio-GNV produits par des installations agricoles. Donc voilà, pour aller très vite sur le gaz, je pense qu'on arrive à réunir ce triptyque et à éviter le problème qui a toujours existé, c'est de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire il faut à un moment donné, pour qu'une nouvelle mobilité se développe, il faut une offre de véhicules, une offre de stations d'avitaillement, et puis il faut aussi un carburant qui soit produit localement si possible. Et juste une petite question, concrètement, on arrive avec son camion GNV, qu'est-ce qu'il y a? On ouvre, on se branche, c'est pas un tuyau, enfin, on met combien de temps à recharger au GNV? On change la bouteille de butane? Et ça, c'est un des objets, puisque effectivement, bon, là, mes collègues en parleront sans doute aussi, hein, le remplissage, c'est une vraie question. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, etc. Mais très clairement, les gaziers aujourd'hui maîtrisent la technologie. On arrive, c'est une station qui ressemble à une station classique, avec comme une pompe à essence, on va dire. Pareil, on prend un tuyau, on le met sur le réservoir du véhicule et on fait le plein. Alors aujourd'hui, on a des technologies qui permettent d'aller très très vite pour les camions, un remplissage rapide en tout cas pour le gaz. Et le plein prend, je dirais, le même temps qu'un plein de gasoil. Donc il n'y a plus de problématique technique de ce point de vue-là, en fait. Voilà. Et quand on a rempli, on est au GNV, on roule combien de temps avec un camion? Est-ce qu'on est sur des... Alors avec les camions, là aussi, effectivement, le problème de la distance, c'est un des vrais sujets. Aujourd'hui, pour ce qui est du véhicule particulier, il n'y a plus de soucis. En plus, souvent, les voitures, les véhicules gaz étaient souvent bi-énergie, essence, gaz, pour les voitures particulières. Donc il n'y avait pas un vrai problème d'autonomie. En gaz, on est autour de 450 km aujourd'hui sur les véhicules. Donc c'est largement suffisant pour faire de la logistique en ville. Et donc ça ne pose pas de problème. Pour les camions, c'est pareil. Je dirais l'autonomie du véhicule n'est pas vraiment un sujet en gaz. Soit on est en gaz comprimé, et dans ces cas-là, c'est autour de 450, 500, 600 km. Et si on a plus de kilomètres à faire, on passe sur du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. Et là, on va autour des 1000 km, c'est-à-dire c'est complètement comparable au diesel. Okay. Donc il n'y a plus de soucis pour nous, en tout cas, sur ce sujet d'autonomie. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, je plaisante. Un petit état, peut-être sur l'électrique. Alors, on entend beaucoup parler de l'électrique. On a l'impression que ça se développe beaucoup. On le voit notamment avec le vélo électrique, mais la voiture se développe rapidement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur de l'hypercroissance est-ce qu'un petit point, vous, justement, dans votre activité, est-ce que vous voyez se développer la demande et les besoins? Alors, le développement de l'électrique, ce n'est pas juste une impression, effectivement, c'est une vraie réalité. Vous avez réuni un plateau, d'ailleurs, peut-être en préambule. On est complémentaires, c'est-à-dire que l'un tout seul ne répondra pas à tout, et donc il y a une complémentarité qui s'opère. Je referme la parenthèse. Oui, l'électrique se développe de manière extrêmement forte. Je crois qu'au niveau des immatriculations neuves en France, on doit être à 18% des ventes au niveau national. Je crois on doit être fin décembre à 5000 véhicules électriques et hybrides vendus en Auvergne, donc l'ex-région administrative Auvergne, les 4 départements. Et fin 2021, on aura doublé. On devrait être a priori vers 10 000 véhicules. Donc on voit une progression x2, ce qui est vraiment très très important. Et puis il suffit de regarder, d'allumer la télé. Toutes les publicités qui sont faites sont faites pour les véhicules particuliers sur de l'électrique. Donc, et puis il y a des objectifs également qui sont donnés par la France, qui sont donnés par l'Europe, de passage aux véhicules électriques. Donc on y va très très vite, et donc on s'adapte naturellement à cette demande. S'agissant notamment de la fourniture et l'installation de ces bornes de recharge, puisque le véhicule, naturellement, ne peut marcher que si derrière il peut se raccorder et récupérer de l'énergie électrique qui lui permet d'avancer. Et alors pareil, les secteurs, on l'a vu se développer pas mal sur les flottes d'entreprises. Oui. Est-ce que là, maintenant, vous, justement, les installations, parce que c'est un vrai souci, on peut vouloir investir dans un véhicule électrique, en même temps, si on n'a pas de prise, on est bien embêté. Donc, est-ce qu'il y a aussi des solutions pour les particuliers qui n'ont pas forcément un garage, et notamment en ville, ou est-ce que, c'est quoi, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions qui apparaissent, justement, pour aller plus largement et permettre cette recharge? Oui, tout à fait. Alors, le sujet est extrêmement vaste et il est segmenté, puisque vous avez les installations
au domicile, vous avez les installations sur la voie publique et vous avez les installations au sein des sociétés. Donc vous avez 3 segments de capacité de recharge. Vous mettez le doigt sur un sujet qui est effectivement important, c'est le nombre de bornes présentes. L'État pousse justement, notamment par des aides, notamment la prime à devenir, avec dans le cas d'un aide, donc des subventions, à l'installation de ces bornes de recharge. Et donc on est de plus en plus sollicité par les entreprises qui innovent leur flotte de véhicules, du thermique en électrique, pour installer des bornes. Ce qui veut dire que le particulier, d'une part, quand il acquiert un véhicule électrique, il peut se recharger soit à son domicile, il installe soit une Green Up, une 3,7 kW, soit une 7,4, il peut se recharger toute la nuit, mais il a la possibilité également, maintenant de plus en plus souvent, de se recharger sur son lieu de travail. Et potentiellement, avec l'ouverture de bornes de recharge sur la voie publique, il a la possibilité de se recharger sans difficulté. Il faut lier à ça également l'évolution technologique, à la fois naturellement des bornes, mais également des véhicules électriques qui permettent de recharger plus rapidement et de réaliser plus de distance avec la charge du véhicule. Donc c'est un élément également important aussi. Et puis cette progression technologique, je crois que chacun de nous la voit, mais on la voit très fortement sur les véhicules électriques. Le nombre de kilomètres réalisés par véhicule est de plus en plus important et permet d'assurer un trajet très conséquent. Et alors, un trajet très conséquent, tout dépend de... Tout dépend du véhicule, tout dépend effectivement... Mais on est sur une jauge, entre 150 et 600 km ou, voilà, est-ce qu'on a à peu près une moyenne de... Naturellement, ça dépend des véhicules, et on ne peut pas faire, mais effectivement, vous avez la capacité de réaliser des trajets importants. Il faut différencier également l'hybride du full électrique. C'est également un autre sujet, mais les véhicules électriques, je ne veux pas citer de marque, mais tout le monde les connaît. Vous avez un écart qui peut être un petit peu important, mais même le véhicule, le premier qu'on pourrait considérer, permet déjà de réaliser des déplacements sur la journée, sur la semaine, de manière particulièrement pertinente. Très bien, merci beaucoup. Alors Sylvain, je vous donne la main parce que c'est vrai que l'hydrogène a fait un peu la une de l'actualité. On voit ça comme une énergie d'avenir. Le président Macron en a parlé dans son plan à 30 milliards. Chronomètre, je le remets. Où est-ce qu'on en est voilà, vous développez un véhicule hydrogène, mais finalement, est-ce que c'est un secteur... parce que moi, j'ai cette impression qu'on n'en parlait pas du tout avant, ou peu, et que là, maintenant, on parle que de l'hydrogène étant la solution à tous nos problèmes de mobilité. On en est où sur ce marché ? Est-ce qu'on en est en phase d'expérimentation, de développement ? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des véhicules hydrogène qui circulent en France ? Un petit point sur la situation. Alors, un point et une précision. Notre société ne fabrique pas de véhicules. Solution. Et je reviens sur notre fonction au sein de l'écosystème hydrogène. Nous sommes un éditeur de solutions numériques. Et donc, nous faisons collaborer l'ensemble d'un écosystème, en fait. L'idée qui existe, étant... Donc, il y a un écosystème d'hydrogène. Qui existe, en tout cas, qui se construit. Notre idée étant... comment répondre à la facilité d'usage de l'hydrogène. Mes voisins de gauche et de droite travaillent sur des technologies qui sont, je dirais, appréhendées par les utilisateurs. On parle de gaz, d'électricité. Dès que vous vous réveillez le matin, c'est grâce à un radio-réveil, sûrement. Donc l'électricité, on y est confronté au quotidien. Le gaz, c'est la cafetière sur la cuisinière, si je me fais des références à quelques années, ou la chaudière. Alors, la problématique de l'hydrogène, même si c'est une technologie qui est quand même relativement ancienne aussi, dans le focus de la mobilité, c'est une autre problématique. Le premier challenge aujourd'hui, c'est faire s'approprier cette technologie à des citoyens, quels qu'ils soient. Et ça, c'est l'objet de nos travaux essentiellement. Le deuxième défi, et qui est en parallèle de ce premier que je viens d'évoquer, c'est les solutions de distribution de l'hydrogène. Alors là, pour le coup, c'est d'une rareté incroyable en France, encore aujourd'hui. On parle de
à peu près une quarantaine de stations d'avitaillement qui sont disponibles en ordre de marche, ce qui est extrêmement peu aujourd'hui. Et l'idée, le grand défi des constructeurs, des fabricants de stations, c'est de mettre au point des stations qui soient en capacité de produire un hydrogène sur place qui est dit vert, c'est-à-dire une trace carbone la plus réduite possible. Je ne vais peut-être pas me faire des amis du côté des fournisseurs de véhicules électriques, mais l'empreinte carbone d'un véhicule hydrogène, c'est à peu près 2,4 kg de CO2 par kilomètre. Un véhicule électrique, c'est 20,8. Voilà, ça les données, 20,8 kg par kilomètre. Donc c'est un rapport qui est presque à 10. Hein. L'intérêt de l'hydrogène, il est avéré, et surtout dans son gros intérêt, c'est sa capacité de stockage. On est en capacité aujourd'hui de stocker de l'hydrogène. Alors c'est un défi technologique parce que c'est du gaz qui est pour être distribué sur des véhicules à très haute pression. On parle de 350 à 700 bars. Donc c'est une contrainte physique et technologique aujourd'hui. C'est un défi qu'il faut relever. Le gros du travail, c'est la fiabilisation de ces circuits de distribution aujourd'hui. Et alors, pour revenir sur votre cœur d'activité, vous disiez que notre rôle, c'est aussi de sensibiliser ou d'acculturer les citoyens. Comment ça se manifeste concrètement? Alors, comment on fait parler d'hydrogène à travers des solutions numériques pour préciser? Alors pour illustrer ça, d'ailleurs, je me permets une petite publicité. Allez, j'en profite. Nous allons illustrer la capacité que l'on a en 2021 pour pouvoir traverser la France en véhicule hydrogène, en faisant des étapes et en s'avitaillant. Donc nous partons de Biarritz la semaine prochaine pour rejoindre Lille, en passant par Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Paris et Lille. Et donc on vise à chercher à démocratiser un peu ce mode de déplacement avec une solution numérique qui permet de prendre des rendez-vous avec des stations et que la station soit en capacité de prévoir votre passage, en tout cas le passage de l'utilisateur. Donc quel que soit votre mode de déplacement, que ce soit en vélo, en voiture ou en camion, notre solution permet cette prise de rendez-vous et une meilleure appropriation de la capacité de se mouvoir en hydrogène. Très bien. Je vous remercie. C'est une bonne transition avec un peu cette dernière question. Vous avez mentionné un peu des comparaisons sur les émissions de CO2. On entend beaucoup, beaucoup de choses positives et négatives sur à peu près toutes les énergies alternatives en fonction de, si on regarde toute la chaîne de production, de comment on fabrique l'énergie jusqu'à comment on la distribue. Et en fonction de ce qu'on le regarde, on a parfois un peu des résultats qui sont différents. Là, on parle d'innovation. Dans l'innovation, il y a des défis, en effet, à relever. Le sujet de cette petite conférence, c'était ces nouvelles énergies sont-elles vraiment durables? Alors, on a vu qu'elles étaient durables, mais si on veut les rendre encore plus durables dans le futur, où est-ce qu'on doit mettre l'accent? C'est quoi les prochains défis? Où est-ce qu'il faut s'améliorer? Puisque forcément, sur des nouvelles énergies, on innove tous les jours, on développe, on s'adapte et on devient meilleur au fur et à mesure. Donc, c'est quoi les avancées, les prochaines avancées sur lesquelles il faut se concentrer pour rendre toutes ces énergies encore plus vertes? Qui veut prendre la parole? On va rester, si on reste reste on fait dans le même ordre. Dans le même ordre, pour le coup. Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit précédemment. Je pense que c'est hyper important quand on compare des énergies. Et en tout cas, nous, c'est le combat qu'on mène. C'est de regarder les choses en analyse de cycle complet, un cycle de vie complet. Et là, on se rend compte que, par exemple, des solutions qui finalement peuvent paraître assez traditionnelles, comme le bio-GNV sur des véhicules thermiques, finalement ont des performances aussi bonnes que les véhicules hydrogène ou que les véhicules électriques, parce qu'il y a d'autres contraintes qui plombent quelque part ce bilan. Donc il y a effectivement cet aspect-là. Est-ce qu'il faut qu'on travaille du puits à la roue? Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur l'émission ou pot d'échappement? Ça, c'est une vraie question. Donc est-ce qu'on est dans une pollution, dans une vision globale, ou est-ce qu'on est dans une vision locale? Donc je fermerai le débat, parce que là, on peut aller très très loin d'un point de vue technique. Ouais. Pour nous, après, les enjeux, ils
ils sont de faire en sorte que le bio-GNV soit finalement un lien entre urbain et rural, puisque je n'ai pas évoqué ça, mais par exemple ici, 60 bus urbains roulent aujourd'hui au GNV, demain au bio-GNV très certainement, puisqu'il y aura 2 installations qui vont injecter du gaz vert entre guillemets dans le réseau clermontois. C'est l'usine de méthanisation qui va se mettre sur la STEP, sur la station d'épuration des Trois-Rivières, et puis le Valtom qui travaille aussi à finalement traiter les biodéchets de la collectivité pour en faire du biométhane. Donc nous, je pense qu'on est dans ce cycle-là, dans quelque chose qui est finalement assez naturel. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour nous, je dirais là pour le coup, je serai aussi assez direct, c'est les problématiques de l'État qui, en fonction des décisions qu'il prend, orientent complètement le marché et déforment le marché. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous, et on estime qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance insuffisante du gaz vert dans la réglementation et dans les actions de l'État. Et il y a aussi cet aspect de déformation finalement du marché par notamment des aides massives sur tel ou tel segment de marché qui finalement déséquilibre beaucoup les choses. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est plutôt qu'on essaye de voir un contexte, je dirais, réglementaire, régalien, qui permette un mix énergétique le plus, je dirais, le plus complémentaire possible, comme tu l'as évoqué finalement, et puis le moins coûteux à la société aussi. Très bien, merci beaucoup. Et juste petite question, l'Auvergne sur le biométhane, on est en avance, en retard par rapport aux autres régions, ou c'est kiff-kiff? Alors bon, on y travaille. Je ne peux pas dire qu'on soit vraiment à l'avance, parce que ça s'est plutôt développé dans le nord de la France et dans l'est de la France, parce que comme c'est quand même plutôt agricole et que ça s'adapte quand même plutôt à des grosses exploitations, ça s'est plutôt développé en zone de plaine qu'en zone de montagne, pour ce qui concerne l'agricole. Voilà. Et pour le reste, voilà, on y travaille. Voilà, mais il y a encore du boulot, par contre. Très bien. Sylvain, est-ce que... Bon, je continue. Hop. Ouais, alors moi, pour compléter les propos de monsieur, c'est... je parlais de défi tout à l'heure. Le défi de l'hydrogène, c'est le défi de la distribution, avant tout, vous l'avez compris. C'est aussi chercher à trouver des solutions de proximité. C'est pour ça que nous travaillons avec la société Alpha Process, dont son dirigeant est ici présent, qui a mis au point une station dite mobile, c'est-à-dire dédiée à la mobilité douce pour les vélos, donc une station de proximité qui permet de délivrer de l'hydrogène en toutes circonstances, en tout lieu, de manière extrêmement simple, parce qu'avec un outil de communication, d'interopérabilité extrêmement performant que nous avons mis au point ensemble, on répond en tout cas à une partie du défi qui nous est proposé, quoi. Très bien, merci beaucoup. Et donc Xavier, pour l'électrique, les prochains défis, les prochains enjeux? Il est double. Alors, je ne parlerai pas pour les constructeurs, mais en tout cas, ils sont complètement engagés dans cette démarche avec des véhicules qui ont des batteries moins importantes, qui sont moins lourdes, mais qui prennent des charges beaucoup plus rapidement et qui permettent de rouler plus longtemps. Donc, c'est plusieurs centaines de kilomètres qui sont réalisés. On parlait de moyenne tout à l'heure, avec un delta entre les deux, mais c'est plusieurs centaines de kilomètres que les véhicules électriques, full électriques, permettent de réaliser. L'enjeu, pour nous en tout cas, c'est effectivement qu'il y ait le plus de bornes de recharge d'installer, puisque c'est l'élément moteur de l'achat de véhicules électriques. Si on n'a pas de quoi se recharger, il est compliqué de recharger son véhicule par définition. Donc l'objectif naturellement, c'est qu'il y ait un maillage territorial national, aussi bien en urbain qu'en rural, de bornes de recharge. Et là, tout le monde est contributeur à cet effort. En termes de défis technologiques également, il y a des solutions qui peuvent être apportées. On peut imaginer également le développement maximisé, renforcé du couplage photovoltaïque, borne de recharge dans le bâtiment. Et on arrive maintenant à une interaction entre l'immeuble et la voiture à travers la borne n'étant plus simplement une grosse prise de recharge, mais étant un outil intelligent qui peut également même participer à cette relation entre l'immeuble et le véhicule. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, mais c'est le petit mot de la fin. Alors vraiment, il reste moins d'une minute. On aime bien au Connecteur, une média sur l'innovation. Si les gens veulent aller plus loin, une petite ressource, un documentaire, un film, un livre, quelque chose à lire sur le sujet, sur le biogaz, biométhane. Oui, alors nous, il existe une association française du gaz naturel véhicule
qui a un site internet, et il y a une très belle étude qui a été faite il y a peu de temps sur les enjeux du biogène V, le développement du biogène V, etc. Ou sur le site grdf.fr. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur le net. Très bien, merci. Pour l'hydrogène ? Alors, plusieurs sources d'informations. Alors, certaines très grand public, avec le nom d'une émission dont j'ai oublié le nom. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, voilà. Et puis d'autres beaucoup plus pointus, et notamment vous avez des articles qui sont publiés par la Société des ingénieurs de l'automobile qui parlent très fréquemment de l'hydrogène en complément de ce qu'on peut trouver sur le site de l'ADEME notamment. Voilà. Très bien. Et même question. Effectivement, il y a des sites génériques qui existent. Certains ont été cités. Vous avez également le site de l'AVER sur l'électrique. Vous avez sur les questions des primes, un sujet intéressant par définition et qui est plus général, le site Advenir également. Et puis naturellement le site Watt & Go. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, c'était très intéressant. Si vous avez envie de continuer la discussion, écoutez, ils sont tous là, présents sur les stands toute la journée. Merci beaucoup encore pour ces échanges. Et maintenant, on va laisser la place à la résilience, il me semble, pour parler circuit court et alimentation. Merci beaucoup. Beau sujet.